BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure H avec mon invité Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière. Jean-Claude Mailly, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le gouvernement vous a donc remis hier un document de travail pour préparer les ordonnances en l'occurrence. Est-ce que c'est le vrai projet du gouvernement? On sait, il y a eu des fuites chez nos confrères du Parisien ce matin dans Libération. Est-ce que c'est Quel est le vrai projet du gouvernement? Écoutez, le document qu'on a reçu hier, les 5 pages, c'est le document officiel pour le moment en tous les cas. C'est une feuille de route, hein, c'est pas un document détaillé. Il y a les thèmes en gros, quoi. Après, dans chaque thème, vous pouvez mettre tout et n'importe quoi pour me faire comprendre. Hein. Donc, c'est une phase de concertation. Et si on écoute ce que dit le Premier ministre hier, il dit bon, rien n'est arrêté, on va discuter, vive la concertation, etc. Tant mieux. Bon. Et là, ce qui sort aujourd'hui dans Libération, beaucoup plus libéral, hein. Ah oui, attendez, quand je lis ça, j'avais pas ce document. Là, on nous dit c'est des travaux, des pistes de travail demandées par le ministère. Alors, si c'est ça, et que ça va être vraiment ça, l'idée, l'esprit du gouvernement, ça va coincer, je le dis tout de suite. Ce que j'ai lu dans les journaux ce matin, c'est pas acceptable sur toute une série de choses. Il y a des thèmes qu'on n'a jamais évoqués, par exemple. Le contrat de travail, on n'a jamais parlé de ça. Personne ne nous a dit qu'un salarié licencié pour motif économique, aujourd'hui il a 12 mois pour se retourner devant les prud'hommes, demain il aurait plus que 2 mois. Alors, on va revenir un peu dans le détail, évidemment, Jean-Claude Mailly. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a dit ce matin chez nos confrères de France Inter que ce n'était pas un document officiel, qui n'avait pas été jusqu'à son cabinet. Elle a été assez précise. En même temps, Laurent Berger de la CFDT a dit commencer à faire preuve d'exaspération par rapport à toutes ces fuites. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous tirez un peu à votre tour la sonnette d'alarme par rapport Ah oui, moi je le dis clairement. Ce matin, j'ai dit halte au feu, il faut arrêter. Si on est dans un processus de concertation, ça veut dire quoi une concertation? Ça veut dire que ce soit loyal. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est autre chose. Que c'est une concertation loyale, que rien n'est arrêté a priori, et on va mesurer s'ils tiennent compte ou pas de ce qu'on dit. Bon, jusque maintenant, ça se passait plutôt bien. Alors, est-ce que je suis pas naïf? Est-ce que c'est parce qu'il y a des élections législatives et puis qu'on attend les législatives? Je sais pas, j'en sais rien. On verra bien après les législatives. Mais si ce qui sort dans les journaux ce matin, dans Libération, c'est effectivement non seulement des pistes, mais ce qu'a envie de faire le gouvernement, je dis la concertation, ça va vite devenir une impasse. Hein, on peut pas discuter sur ce genre de choses parce que on est dans une loi travail XXL. Et j'ai toujours dit que ça, on le refuserait. On est prêt à discuter sérieusement, mais à condition qu'ils tiennent compte de ce que l'on dit. Vous acceptez, je reprends votre expression, Jean-Claude Mailly, est-ce que vous acceptez une loi ou des ordonnances XL, ou pour vous, ça reste dans le small, dans le S? Non, mais écoutez, il y a des points clés. Hein, par exemple, l'articulation des niveaux de négociation entre la branche et l'entreprise, qui existe aujourd'hui. Ce que nous ne voulons pas, c'est quoi la liberté de négociation? Je pense qu'on est encore dans une démocratie avec une liberté de négociation. La liberté de négociation, c'est les syndicats et les patrons, le patronat, au niveau d'une branche, peuvent faire ce qu'ils veulent, d'une certaine manière. C'est la liberté de négociation. Ils peuvent dire ça, au-delà des thèmes obligatoires au niveau de la branche, ils peuvent dire très bien, ça, voilà, on négocie ça, et on demande aux entreprises de respecter ça. Ça, on vous le renvoie à l'entreprise. Ça, on vous le conseille, vous pouvez bouger. Bon, alors, on appelle ça des clauses de verrouillage, hein, dans notre jargon. C'est-à-dire le patronat et les syndicats décident dans la branche qu'on verrouille sur tel point. Si demain, le verrou, l'entreprise peut le faire sauter, il n'y a plus de verrou. Voilà, ça, ce n'est pas acceptable, par exemple. Mais justement, sur ce point-là, dans le document, donc c'est la Direction Générale du Travail, hein, alors ce serait un expert, ce n'est pas un document officiel. Vous avez l'air très sceptique. Vous pensez que c'est vraiment le ministère du Travail, le cabinet, qui a demandé à la DGT de travailler sur cette question? Franchement, c'est ce que je lis. Ça n'a pas été démenti non plus. Le gouvernement dit... tout le monde, vous avez passé des coups de fil, vous savez bien. Moi, j'ai pas... Oui, non, mais attendez, je suis pas policier, je suis pas en train d'enquêter à la DGT pour savoir ce qui s'est passé. Je laisse faire, c'est leur problème, ça, c'est pas le mien. Mais à un moment donné, qu'est-ce que dit le gouvernement? En gros, il dit, rien n'est arrêté, ça fait partie des pistes, on n'a pas eu ces documents. Bon, peut-être, j'en sais rien, moi. Mais en tous les cas, est-ce que c'est bien des pistes de travail demandées à partir du cabinet, par exemple, ou du ministère? Est-ce que c'est bien ça? On n'a pas dit le contraire. Oui.
On nous a pas dit le contraire encore. Donc, est-ce que ça reflète l'état d'esprit du gouvernement sur ces questions-là? Si c'est ça, il y a un problème, je le dis clairement. C'est pas la peine d'aller perdre son temps dans une concertation si elle est pipée dès le départ. Voilà, donc j'attire la sonnette d'alarme. Je crois que on sait parce que nous sommes un syndicat Force ouvrière. J'ai toujours dit réformiste exigeant. Si la concertation se passe bien, tant mieux, mais on n'acceptera pas n'importe quoi. Est-ce que vous êtes plus inquiet ce matin qu'hier? Un peu plus inquiet, oui. Oui, bien sûr, puisque, attendez, quand vous avez le Premier ministre, et ça j'appuie, quand il dit la France, alors j'aime pas le terme de modèle, mais on n'en trouve pas d'autre. Il y a un modèle social français. Un modèle social français qui doit s'adapter. Voilà, qui doit s'adapter, bien sûr, mais il s'adapte en permanence. Mais qu'on doit respecter sur le fond. Ok, mais ça, les pistes qui sont dans Libération, c'est le modèle anglo-saxon, ça n'a plus rien à voir, il y a une contradiction. Donc ça peut pas être l'un ou l'autre. Et donc je dis au gouvernement, il faut que vous vous expliquiez maintenant. On va avoir d'autres séances de discussion, on va commencer par exiger des explications. Et dans ces cas-là, vous discutez avec, quand c'est des sujets aussi chauds, est-ce que vous discutez avec Muriel Pénicaud en direct, que vous connaissez bien, ou avec Emmanuel Macron, que vous connaissez très bien? Président en direct, non. Non, mais on a les contacts. Mais il pourrait vous appeler pour vous calmer, parce qu'évidemment, vous avez changé un peu de ton. Oui, on a les contacts à tous les niveaux. Enfin, il y a des gens compétents à tous les niveaux. On a des contacts à tous les niveaux. En même temps, on a le sentiment qu'il y avait, depuis le début, justement, de cette discussion autour de ces ordonnances, on a l'impression qu'il y avait un peu un effet Macron sur vous et sur Force ouvrière. C'est-à-dire que vous étiez devenu un peu plus réformiste qu'avant, c'est-à-dire que vous acceptiez de passer peut-être du S à L au XL en termes de négociation. Ici, on a quand même eu ce sentiment et vous êtes mis au cœur de cet échiquier social. Oui, mais attendez, moi, je dis bien, nous sommes un syndicat réformiste exigeant. Le mot réformiste, on l'avait un peu oublié pour Force ouvrière. Mais non, un syndicat qui est toujours content, il peut fermer la porte, ça sert à rien, franchement. Ou qui est toujours dans la contestation. Quand on est d'accord, on le dit. Assurance chômage, on a signé la convention, on était d'accord. Quand on n'est pas d'accord, on le dit. Alors certains disent on est imprévisible. Non, on est libre dans notre comportement. On peut pas nous mettre dans une case. Et moi, j'aime ça. Qu'on puisse pas nous mettre dans une case. Alors attendez, je suis une vieille bête, franchement. Plus personne ne va m'hypnotiser par son charme ou sa séduction. D'accord, quel qu'il soit. C'est passer l'âge de ce genre de choses. Bon, si ça a joué un jour. Bon, c'est pas ça. C'est que à partir du moment où on est un syndicat, que rien n'est arrêté. Un syndicat, ça juge, c'est pragmatique, ça juge sur des actes. Tant que les actes ne sont pas posés et qu'en même temps la concertation se passe bien. Pourquoi voulez-vous que j'aille pas à la concertation? Oui, mais en même temps, on a tous eu le sentiment, observateurs, alors on est des observateurs, on n'est pas des syndicalistes, on a tous eu le sentiment que vous vous mettiez un peu au cœur de cet échiquier social et de ces négociations. Mais comme toujours... non, attendez. Non, c'est pas... Comme toujours, si l'on veut qu'une réforme passe bien, correctement, il faut l'accord au moins de 2 des 3 grands syndicats, quels qu'ils soient. Bon, vous voyez bien que quand il n'y en a qu'un, quel qu'il soit, ça se passe plus difficilement. Donc, la CFDT pour pas le nommer. Mais peu importe. Mais à partir, tu sais, en ce moment, les 5 se parlent. Bon, voilà. Donc les 5 secrétaires généraux se parlent. Et tant mieux qu'on se parle. C'est presque un scoop. Non, c'est pas un scoop. C'est normal. On se voit dans des réunions et on se parle. Bon, on était en réunion internationale la semaine dernière. On s'est vu, par exemple. Bon. Donc ça, c'est logique. Maintenant, chacun a sa position. Mais la vraie liberté, on peut pas nous mettre dans une case disant voilà, eux ils contestent tout ou eux ils signent tout. Non, nous, quand on est d'accord, on le dit, mais si on veut qu'on soit d'accord, il faut tenir compte de ce qu'on dit. Si on ne tient pas compte, il y aura un problème. Est-ce que quand même, permettez-moi d'insister, est-ce que c'est peut-être la suite des élections qui ont eu lieu dans le secteur privé, où on a vu les élections de la représentativité syndicale, on a vu la CFDT, syndicat réformiste s'il en est, passer devant la CGT, et que du coup, pour Force ouvrière, vous vous dites on a peut-être une carte à jouer? Non, parce que je pense que tous ceux qui font cette analyse, pardonnez-moi, se plantent. Oui. Parce que, donc je me plante. Oui, pourquoi? Oui. Parce que c'est un cycle électoral de 4 ans. Donc, si on dit la loi, l'ancien président disait ceux qui ont accepté la loi travail, ils ont grimpé. Il ne connaît pas, mais il n'a jamais connu. Bon, peu importe. La CFDT grimpe, si ma mémoire est bonne, de 0,3. Si la CFDT passe première, c'est surtout que la CGT a perdu de 2 points. Oui. Et la loi travail, c'est 5 mois sur 48. Donc c'est pas ça qui a joué. Oui, mais il faudrait bien que ça se joue au dernier moment quand même. Mais non, non, c'est des élections pendant 4 ans. Oui. Un cycle de 4 ans, des élections qui ont été tous les jours pendant 4 ans. Donc c'est 5 mois sur 48. Alors c'est pas significatif d'une manière ou d'une autre. Après, dans l'entreprise, les gens, vous savez, ils sont pas tous en train d'écouter ce que disent les uns et les autres. Est-ce que vous parlez avec Laurent Berger? Oui, mais je parle. Non, mais au-delà de cette réunion internationale. Oui, je parle à tout le monde. Oui, moi je parle à tout le monde. Non, mais avec ma question est sur Laurent Berger, parce qu'on sait que la dernière fois, vous avez dit, vous étiez, voilà, les relations sont très difficiles. On a eu une période de glaciation. Voilà. Je vais appeler ça comme ça. Et là, est-ce que depuis l'automne, on se reparle.
Bon, et là, oui, je lui parle comme je parle à Martinez. Vous êtes parlé, là, depuis on se le parle, début oui, mais bien sûr qu'on se parle. Et puis, comme je parle à Martinez... secrétaire général à secrétaire général. Ouais, comme je parle à Martinez, comme je parle à Omril, etc. De la CGC, on se parle. Ouais, d'accord, ok. Alors, si on regarde justement un peu plus dans le détail, c'est ce qui, éventuellement, peut vous inquiéter dans ce qu'a sorti ce matin à Libération, donc cette note de la Direction générale du travail. C'est au niveau des branches, on sait que pour vous, c'est très important, vous l'avez toujours dit, vous êtes, au moment de la loi El Khomri, c'est la hiérarchisation des normes était vraiment votre point clé. Là, l'idée, ce serait de recentrer l'accord de branche sur quelques domaines et que l'accord d'entreprise primerait sur la branche, sur beaucoup de domaines. Non. Ça, pour vous, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Je le dis clairement, c'est pas possible. Il y a des thèmes obligatoires qui sont dans le Code du travail. Il y en a 6. 6, oui. 6 qui sont obligatoires. Nous, on voudrait qu'il y en ait plus, d'ailleurs. Bon. Après, au-delà de ces thèmes, la vraie liberté de négociation, ce que confirme le Bureau international du travail, au passage. Hein, bon, la vraie liberté de négociation, c'est syndicats et patronat peuvent se mettre d'accord sur ce qu'ils veulent au niveau d'une branche. Ils peuvent très bien dire ce que réclament d'ailleurs les artisans et la CPME, d'avoir des accords types, par exemple. Ou de dire, voilà, sur tel point, c'est normatif, on vous verrouille cet aspect-là. Après ça, on vous renvoie à l'entreprise. Ce que je disais, si demain... le verrou, on peut le faire sauter. On met un verrou dans la branche, mais que dans l'entreprise, on peut le faire sauter, ça veut dire qu'il n'y a pas de verrou. Donc ça, c'est pas acceptable non plus. Imaginez un seul instant que dans cette logique-là, on abaisse le niveau du Code du travail et qu'il n'y a pas d'accord d'entreprise. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Il n'y a pas d'accord de branche. Donc on applique un Code du travail rabaissé. Pourquoi voulez-vous que les employeurs dans l'entreprise y négocient? Ils savent que s'ils n'ont pas d'accord, ils vont pouvoir avoir un Code du travail rabaissé. Pire, toujours... ce que dit Libération, je ne dis pas que ce sera ce qui se fera. S'il n'y a pas d'accord, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord dans l'entreprise, l'employeur, tout ça, il peut court-circuiter, il dit, moi je fais un référendum. Mais on va où, là? Même minoritaire. Bah oui, mais on va où, là? C'est ça la liberté de négociation. Mais moi je dis, c'est une atteinte à la liberté syndicale, c'est une atteinte à la liberté de négociation. Qu'il fasse attention, le gouvernement. S'il va sur des choses comme ça, il va en entendre parler, y compris au niveau international. Est-ce que, si on essaie de résumer vraiment les lignes rouges pour Force ouvrière et pour vous. Donc, l'articulation des niveaux de négociation, ça c'est un élément clé. On n'acceptera pas que le contrat de travail puisse être modulé dans l'entreprise par négociation, que ce soit sur les motifs de licenciement, qu'on fragilise encore le licenciement économique, il est déjà bien fragilisé, etc. Et puis que sur ce qu'on appelle les institutions représentatives du personnel, là où on peut faire des délégations uniques du personnel, on veut qu'il y ait toujours une possibilité sur les questions d'hygiène et de sécurité de pouvoir avoir une personnalité morale. Pourquoi? Je ne veux pas que, pour une raison, même si c'est les mêmes qui siègent, pour une raison de compétitivité, on en vienne à oublier la santé des salariés. Voilà, ce qui existe aujourd'hui. Voilà, ça fait partie des points clés. Ensuite, la barémisation des indemnités prud'homales. Le mot plafonnement, à la limite, on parle plus de... Ça, c'est un signe vers Force ouvrière. Tout dépend à quel niveau on le met. Le barème, quel niveau on le met. Et on souhaite, parce que je rappelle qu'on est là sur les cas de licenciement dits abusifs. Ça veut dire sans cause réelle et sérieuse. On souhaite, nous, c'est pas qu'on souhaite, c'est qu'on demande que dans des cas particuliers à déterminer, le juge puisse aller au-delà du plafond parce que le juge considère que le salarié a drôlement morflé, par exemple, d'une manière ou d'une autre. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres lignes rouges pour C'est déjà pas mal. Après, il y a ce qu'on demande aussi. Nous, par exemple, on demande je vais vous donner deux éléments, au-delà de ce que sur la branche, etc., parce qu'on fait des propositions également. On demande à ce qu'il y ait un relèvement de l'indemnité légale de licenciement, qui vaut pour tous les licenciements. On demande qu'on vienne à une véritable désignation libre du délégué syndical. Voilà, c'est des choses qu'on a posées sur la table. Pour le moment, on n'a aucune... C'est ni oui ni non, quoi. Voilà. On nous écoute, on teste sur certaines choses, pas sur tout, mais on n'est pas rentré dans le dur. Ça va commencer la semaine prochaine. Les négociations, elles commencent dès lundi prochain, c'est ça? Je crois que ça commence à la fin de semaine. Nous, ce sera lundi, une réunion lundi, oui. Sur la question du compte pénibilité, le fait que ça soit décalé, du moins les déclarations, janvier 2018, pour voir, c'est trop compliqué, il faut le simplifier. Vous comprenez ça? J'ai toujours dit, y compris ici sur cette antenne, que c'est un vrai problème, la pénibilité, et que ça peut être très compliqué pour des TPE, des PME, moins pour les grosses boîtes qui ont les moyens d'y faire face. Donc si l'on peut parvenir, on a quelques idées, par de la négociation de branche notamment, si l'on peut parvenir à un système plus simple pour les employeurs et plus efficace pour les salariés, pourquoi pas? Donc on est prêt à en discuter, mais là encore, on verra ce que ça donne. Et sur la question alors évidemment qui ne rentre pas dans le cadre de ces négociations sur ces ordonnances, le compte pénibilité, le compte pénibilité, on a déjà parlé, le prélèvement à la source. En l'occurrence, décalé 1er janvier 2019, avec des expérimentations pour voir ce qui marche pas.
Je crois que c'est plutôt une décision sage, parce que d'après ce que les services et les militants Force ouvrière de la DGFiP des impôts me disent, il risque d'avoir pas mal de bugs. Alors qu'il y ait un décalage au moins d'un an sûr, et c'est l'occasion de faire le point, parce que derrière ça, j'ai toujours dit, derrière ça, il y a un truc caché. C'est la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG. Sinon, ça ne sert à rien de faire ce prélèvement à la source. Et ça, c'est un autre débat. Et ça, c'est un vaste débat. On aura l'occasion d'en parler. Tiens, justement, juste un instant, sur la CSG, le fait d'augmentation de la CSG de 1,7% pour compenser la baisse des cotisations sociales et de chômage. Est-ce que pour vous, c'est plutôt une bonne chose? Ça va donner du pouvoir d'achat aux salariés, pas aux retraités, pas à tout le monde, évidemment. Pas à tout le monde. Attendez, aux fonctionnaires, on va voir. Ça pose deux problèmes. À la fois, c'est un mode de financement de la protection sociale. Ouais. Parce que c'est lié, ce dossier-là, par exemple, à ce qui va se passer sur l'assurance chômage, qu'on ne sait pas encore aujourd'hui. Donc, est-ce que l'on veut aller vers un système de protection sociale complètement fiscalisé, ce qui le fragiliserait, selon moi. On l'a vu dans les pays où c'est complètement fiscalisé. Deuxièmement, sur le strict aspect pouvoir d'achat, il y en a qui peuvent y gagner à la fin, les salariés, jusqu'à un certain niveau. Par contre, ils perdraient les fonctionnaires, ils perdraient les retraités au-dessus de 1 200 € et les indépendants. Ouais. Donc c'est pas du pouvoir d'achat pour tout le monde. C'est ce que je disais. Sur les fonctionnaires, visiblement, il y aura des compensations. On ne connaît pas du tout lesquelles. Peut-être vous avez des pistes. Enfin, en tous les cas, on n'a pas de pistes pour l'instant. J'ai pas rencontré, parce que ce sont les fédérations FO de fonctionnaires qui ont rencontré... qui sont puissantes, justement. Oui, mais qui ont rencontré le ministre de tutelle. Mais là, je le redis, encore une fois, je l'avais dit aux deux présidents précédents, avant de se lancer dans quoi que ce soit, qu'on ait un débat sur le rôle et les missions du service public. Moi, ce que je souhaite, c'est que le gouvernement, quel qu'il soit, annonce la couleur. Qu'est-ce qu'il veut comme service public sur l'ensemble du territoire? Si on a eu une fracture territoriale, c'est aussi dû à la fermeture des services publics, que les gens se sont abandonnés. Qu'est-ce qu'ils veulent faire en la matière? Tant qu'on n'aura pas ce débat, ça va partir dans tous les sens. Est-ce que si jamais la troisième tour dans les urnes donne un mandat politique encore plus clair à Emmanuel Macron, est-ce qu'il aura un peu tous les pleins pouvoirs pour faire ce qu'il a conduit? Parce qu'on ne peut pas dire qu'il cache son jeu, Emmanuel Macron. Il a dit qu'il voulait des réformes, notamment, on vient d'en parler longuement, sur tout ce qui concerne le code du travail. Juste un exemple sur l'articulation. Qu'est-ce qu'il disait pendant la campagne? Il faut plus d'entreprises, mais il faut aussi préserver la branche. Alors après, vous mettez le curseur où? C'était pas très clair. À part sur les prud'hommes, le reste n'était pas très clair. Bah oui, s'il a une majorité, il aura les éléments. Maintenant, bon, moi je suis pas un responsable politique. Une majorité, faut savoir la gérer après. C'est pas aussi simple que ça. Oui, ça veut dire quoi? Surtout avec plein de nouveaux députés qui ne connaissent pas les rouages, etc. Donc il y a une période de rodage. Mais est-ce que vous êtes prêt à ce fameux troisième tour social? Je recevais hier un des soutiens de Jean-Luc Mélenchon qui en parlait. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Ou c'est un peu dépassé là aussi? Jean-Luc Mélenchon, que je connais, est un responsable politique. Ça n'est pas un responsable syndical. Bon, donc il reste à sa place? Bah oui, mais tous, qu'ils restent à leur place, lui ou d'autres, peu importe. Bon, c'est pas la question. Moi, je n'aime pas cette formule. Ça voulait dire que c'est une contestation de la légitimité politique. C'est pas ça notre rôle. Notre rôle, c'est de défendre les intérêts des salariés, quels qu'ils soient. C'est ça notre rôle. Donc, par la négociation, si c'est possible, tant mieux. Et si ça va pas, si on n'est pas d'accord, par la contestation. Je parlais quand même de cet effet Macron, pour simplifier, effet du renouveau en tous les cas. C'est vous qui m'y faites penser, notamment à l'occasion de ces nouveaux futurs élus, peut-être, en tous les cas si on en croit les sondages. Est-ce que ça ne va pas changer un tout petit peu aussi l'ambiance de la discussion sociale en France? J'en sais rien. Non, attendez, c'est pas. Vous aussi, est-ce qu'il ne faut pas vous bouger dans les relations avec le MEDEF, avec les autres syndicats? Non, pourquoi voulez-vous que ça change? Attendez, parce qu'il n'y a aucun... Non, mais attendez, pourquoi? C'est pas parce que c'est pas... attendez, c'est pas... Moi, je suis athée, mais c'est pas Dieu qui a été élu, et puis tout le monde a ses genoux. Attendez, bon, il est jeune, etc., ok, il a une bonne image à l'international, ok, tout ça, je ne conteste pas, il est légitime, ok. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui, et pas pour son programme. Donc, faut pas qu'il l'oublie. Faut pas qu'il fasse l'erreur de ce qui avait été fait en 2002. Voilà. Bon, mais ça, c'est à lui de décider. Et vous savez bien comme moi que dans notre constitution actuelle, les ministres, je dis pas qu'ils sont pas importants, le Premier ministre, mais tous décident à l'Élysée. Donc c'est lui qui porte la responsabilité sur les épaules. Où ça se passe bien, tant mieux pour lui. Où ça se passe mal, tant pis pour lui. Et joue son quinquennat là-dessus, presque. Oui, et à lui de savoir s'ils veulent réussir ou pas. Voilà, au moins sur les questions sociales. La balle est dans son camp. Juste un instant, on a reçu les nouvelles prévisions de l'OCDE qui révise à la baisse ses prévisions de croissance sur la France, parce que toujours dans l'attente de réformes. En même temps, on voit que cette réforme du Code du travail, il veut aller vite en disant que la flexibilité, ça peut permettre de créer de l'emploi, mais on voit bien ça peut en créer
à moyen terme, à court terme, on risque au contraire d'avoir peut-être un chômage qui augmente. Il y aura un décalage pas facile à gérer politiquement. Je ne crois pas, moi, enfin oui, ça s'est déjà montré, ce type de choses. Bon, après, il n'y a pas que ça, hein, il y a le contexte économique, l'activité, l'Europe, etc. Mais moi, je ne crois pas, c'était montré d'ailleurs un peu partout, que plus de flexibilité, ça crée de l'emploi. Quand vous êtes plus compétitif, ce que explique le Bureau international du travail, quand vous êtes plus compétitif en coût, je ne parle pas en innovation et en recherche, ou en qualité de produit, vous êtes plus compétitif au détriment de quelqu'un. C'est toujours comme ça. Donc, quand on est au niveau européen, si tout le monde fait plus de flexibilité, tout le monde morfle pour une activité économique moindre. Mais en tous les cas, il faut bien trouver une solution au chômage français, vous êtes d'accord? Ah, ça, on est bien d'accord, mais c'est pas forcément dans la flexibilité, je suis même sûr du contraire. Merci beaucoup, Jean-Claude Maillet. Jean-Claude Maillet, secrétaire général de Force ouvrière, était notre invité. Voilà, c'est la fin de leur H. On en parlera ce soir avec, à l'opposé, François Asselin, président de la CPME. On verra aussi si les PME vont jouer ou pas le jeu. À tout à l'heure.